bonne vidéo, restez fidèle. Ah, j'oubliais, avant de partir sur ce petit préalable, j'en m'en suis déjà expliqué à droite et à gauche sur les différents supports de vue du droit. Nous avons décidé, j'ai décidé d'être désormais d'abord concentré sur Substack. Substack va être le système, le support principal de l'information que nous entendons diffuser. Donc les vidéos seront toujours publiées sur YouTube, mais elles passeront aussi par Substack. C'est la même chose pour le blog Vue du droit. Les articles sont d'abord publiés sur Substack. C'est Vue du droit qui les publie, bien évidemment. Donc, je vous invite à aller sur cette plateforme assez extraordinaire et à vous y abonner. Bonjour, bonjour les amis. Alors, on reprend une vidéo sur le conflit mondial. On s'était arrêté depuis quelque temps parce que l'actualité du front elle-même qu'on a beaucoup traité depuis le mois de février 2022, à mon avis, ne méritait pas des interventions hebdomadaires ou quinzomadaires parce que on finit tous par dire la même chose. Alors, il y en a qui le font, qui continuent à le faire régulièrement. Euh, Jacques Beau, qui fait un travail important et précieux, mais il a été extrêmement présent ces jours derniers, absolument partout. Donc, moi, j'ai pas souhaité qu'on poursuive avec la régularité initiale. Notre sujet, c'était d'abord de réagir à une propagande de folie, c'était de faire de la réinformation, c'était de la résistance, et que ça a été, je crois, couronné de succès. Alors, dans l'espace qui est celui que je qualifie de dissidence, euh, cette, euh, cette idée que ça ne se passe pas comme le système médiatique mainstream veut nous l'imposer elle est gagnante aujourd'hui. Il y a suffisamment de supports et de lieux où cette analyse critique, ce rapport au réel beaucoup moins faussé que celui des médias officiels peut s'exprimer. D'ailleurs, cette résistance, elle a des supports auxquels mon interlocuteur d'aujourd'hui, Benoît Paré, euh, intervient régulièrement. Euh, on l'entend sur de bonnes antennes, de très bonnes antennes, et il peut maintenant s'exprimer à la suite du travail important qu'il a accompli et qui l'amène à être aujourd'hui sur notre plateau, c'est l'écriture d'un livre qui s'intitule très clairement Ce que j'ai vu en Ukraine. Et c'est un témoignage à partir des responsabilités qu'il y a assumées, extrêmement précieux, extrêmement précieux. Alors, Benoît Paré, bonjour. J'ai fait cette petite intro Bonjour. pour dire l'objectif de notre rencontre d'aujourd'hui. Alors, je vais d'abord vous demander de vous présenter un petit peu ce que vous avez fait auparavant et pourquoi est-ce que vous êtes allé en Ukraine. Et après, je vous propose qu'on commence à aborder ce qu'était à la fois la mission du général, global, qui devait être mise en œuvre et la part que vous y preniez. Voilà. Alors à vous. D'accord. Ben, merci d'abord de m'avoir invité, de me donner l'occasion de m'exprimer une nouvelle fois. Donc, je m'appelle Benoît Paré. Je travaille dans le milieu des missions internationales depuis bientôt 30 ans, puisque j'ai commencé en 1996. À l'époque, je faisais mon service militaire à l'état-major de la Force d'Action Rapide en France. Et j'ai eu l'occasion de partir en Bosnie-Herzégovine en tant qu'officier appelé. Euh, j'ai commencé mon service en 95, à l'époque où la guerre civile en Bosnie était à son paroxysme. On en parlait tous les jours à la télévision en France, et donc on baignait dedans. Et l'état-major pour lequel je travaillais en France était rempli de gens qui soit revenaient de Bosnie-Herzégovine, soit se préparaient à y aller. Et à un moment donné, ça a été mon tour. Et donc ça a été un tournant dans ma vie, puisque ça m'a fait mettre un pied dans ce système des missions internationales.
Pendant ma première mission sur place, j'ai commencé à voir les gens de l'OSCE, donc l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui effectuaient eux leur première grosse mission en tant qu'organisation. Et comme je savais que j'allais être libéré des obligations militaires peu de temps après, je leur ai demandé comment travailler pour eux. Ils m'avaient expliqué la procédure et un mois plus tard, j'ai eu l'occasion de revenir en Bosnie en tant que civil pour travailler pour l'OSCE. C'est comme ça que je suis rentré dans ce système. Ensuite, bon, ça a été un mélange de missions de court terme, de missions de plus long terme, où j'ai alterné des missions avec l'OSCE et des missions aussi avec l'armée, dans la réserve de l'armée, parce que je suis intégré la réserve de l'armée. Euh, j'ai effectué donc 8 opérations extérieures avec l'armée pendant les années 2000 jusqu'en 2012, dans divers théâtres d'opérations qui étaient chauds à l'époque. Je suis retourné en Bosnie-Herzégovine, mais j'ai aussi fait le Kosovo, ensuite l'Afghanistan 4 fois et le Liban. Euh, donc c'était une période très dense aussi pour moi, très formatrice aussi. Et j'alternais tout ça avec des missions d'observation électorale, soit avec l'OSCE, soit avec l'Union européenne. Missions d'observation électorale dans des pays étrangers, en général des pays plutôt instables ou en crise. Euh, et donc c'était aussi très formateur. Et à un moment donné, j'ai eu l'occasion de retourner, enfin, comment dire, d'avoir à nouveau un contrat long, cette fois-ci en 2015, pour aller en Ukraine. Et donc, j'ai travaillé pour la mission de l'OSCE en Ukraine entre 2015 et 2022, avec une petite interruption en 2021. Euh, et là, ça a été une période très dense pour moi, extrêmement dense. Et ce qui fait que à l'issue, comme il s'est passé ce qui s'est passé, que tout le monde connaît, c'est-à-dire l'intervention russe et finalement une Europe, voire le monde au bord de la Troisième Guerre mondiale, je me suis senti le devoir de témoigner de ce que j'avais vu sur place pendant toutes ces années en Ukraine, parce que ça permet, selon moi, de comprendre déjà pourquoi les Russes sont intervenus en Ukraine, et quelle est la réalité de ce conflit depuis le début, en fait. Et donc, j'ai écrit ce livre hein, dont vous avez parlé. Voilà, on le voit On le inversé, a voit très priori, bien, on le voit très qui est bien. épais. Ah, vous voyez, d'accord. Donc, j'ai écrit ce livre, Ce que j'ai vu en Ukraine. Euh, je me suis senti un devoir, en fait, de l'écrire. Et au début, j'avais même un éditeur qui, lui, voulait un ouvrage plus court, qui serait un format plus commercial. Mais moi, je tenais à dire tout ce qui me paraissait important, presque pour l'histoire, en fait, pour pouvoir témoigner, parce que je me disais, si je le fais pas maintenant, qui le fera à ma place? Peut-être personne. Parce que j'étais conscient d'avoir eu accès, dans le cadre de mes fonctions, à des informations confidentielles, très peu connues, et pourtant essentielles. Donc pour moi, il s'agissait comment dire, d'un devoir vis-à-vis de la collectivité de mettre ça sur la table. De faire en sorte qu'un maximum de gens puissent avoir connaissance de faits sur ce qui s'est passé pendant toutes ces années dans cette région du monde. Des faits qui ont été cachés, masqués pour diverses raisons. On pourra développer ça plus tard. Mais voilà, quand on arrive à un moment donné, on est au bord de la Troisième Guerre mondiale, on se dit que on n'est plus dans les calculs, les petits calculs de carrière pour soi-même, etc. Et que il faut se lancer, quoi. Donc je me suis lancé. Alors, vous êtes un professionnel. Vous venez de nous décrire votre carrière, un professionnel, je vais dire aguerri. Aguerri, c'est le terme qui va, hein, parce que ce sont tous ces théâtres, Ouais, des théâtres de guerre, je pense. ouais. La Yougoslavie, l'Afghanistan, évidemment. L'observation électorale est quelque chose d'assez important aussi, parce que ça permet de prendre la température d'une société. Alors, je voudrais une petite précision pour nos auditeurs sur ce qu'est l'OSCE, parce que ça a son importance. Et OSCE, organisation, alors là, l'acronyme, je me rappelle même plus ce Pour qu'il veut la, dire. pour la sécurité et la coopération en Europe. Voilà, je peux Qui? développer un peu si vous voulez Oui, 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 l'historique de oui, oui, l'OSCE. très Ouais, important, très d'accord. important.
Donc l'OSCE a été fondée en 1975 par la conférence d'Helsinki. À la base, ça s'appelait la CSCE, c'était la conférence pour la sécurité et la coopération en Europe. Et ça regroupait à l'époque tous les pays du bloc occidental et tous les pays, en fait, l'ex-URSS. Et donc ensuite, tous les pays de l'ex-URSS, une fois que l'URSS a été dissoute. Et ce forum se réunissait une fois par an. Il y avait pour vocation de discuter de problèmes de droits de l'homme, de démocratisation et de contrôle des armements. C'était les trois grands axes majeurs des missions de la CSCE à l'époque, devenue ensuite OSCE. Euh, Aussi, c'était une sorte de forum, de dialogue, dont l'intention était d'empêcher une troisième guerre mondiale, déjà, du temps de la guerre froide, si vous voulez. Ouais. Donc déjà, les deux parties comprenaient qu'il est important d'établir et de maintenir un dialogue pour éviter des malentendus. Euh, Sauf que à l'issue de la dissolution de l'URSS, la CSCE est devenue un peu une coquille vide. Et donc, il y a eu plusieurs années de flottement où il s'est pas passé grand-chose, jusqu'au moment où la guerre en ex-Yougoslavie a commencé. Et alors, pour ceux qui ont vécu cette période, vous vous en souviendrez certainement, on avait les Nations Unies qui géraient la crise en ex-Yougoslavie, essentiellement en Bosnie-Herzégovine. Sauf que les Nations Unies ont été très critiquées à l'époque pour leur incapacité à résoudre le conflit et à empêcher les violences, en fait. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Moi, je pense que c'est pas la faute des Nations Unies à proprement parler, mais c'est la faute des nations qui qui contrôlaient les Nations Unies, donc le Conseil de sécurité essentiellement. Hein. Et c'est à cause d'un désaccord entre ces nations que les Nations Unies sur place étaient impuissantes. Mais c'est un autre débat. Toujours est-il que à l'issue de la guerre civile de Bosnie-Herzégovine, les grandes puissances se sont réunies et ont acté le fait que les Nations Unies étaient décrédibilisées en Bosnie-Herzégovine. Aucune des parties, en fait, ne faisait confiance aux Nations Unies. Et donc, à ce moment-là, les grandes parties se sont dit, tiens, bah, on a sous la main l'OSCE, qui regroupe en plus tous les pays qui sont intéressés par ce qui se passe en Bosnie-Herzégovine, parce que c'était au cœur de l'Europe. Donc, on a tout le bloc occidental, hein, l'hémisphère nord, en gros, et plus l'hémisphère nord. Et donc, les partis ont considéré que l'OSCE était l'organisation idoine pour remplacer le rôle autrefois dévolu aux Nations Unies en Bosnie-Herzégovine. Et c'est comme ça que l'OSCE a pu commencer sa première mission de grande ampleur dans un pays en crise. C'était Voilà quand pour ça, l'histoire. Et monsieur puis ensuite, Parez? ça c'est, C'était quand? pardon, Cette première mission date de on quand? était en, euh, déjà c'est les accords de Dayton hein, qui ont mis fin à la guerre civile en Bosnie-Herzégovine. Les accords de Dayton sont actés en novembre 95 et signés le 14 décembre 95 à Paris. Et dans le cadre de ces accords, ben, on met en place diverses organisations pour gérer l'après-guerre. Et parmi les organisations qui sont missionnées pour gérer l'après-guerre, en l'occurrence, l'OSCE avait pour mission spécifique d'organiser les élections. Avant, c'était quelque chose qui était plus du domaine des compétences des Nations Unies. Et là, pour la première fois, l'OSCE a eu pour mission d'organiser les élections d'après-guerre en Bosnie-Herzégovine. Et Alors, donc, moi, je suis intervenu à ce moment-là pour je voudrais l'OSCE faire pour organiser les élections. une observation. Donc, Ouais, effectivement, c'est post-effondrement de l'Union soviétique. Or, vous ouais. avez bien dit qu'au départ, cette organisation, elle a été le fruit d'un accord de guerre froide. Moi, je me rappelle très bien. Hein, la conférence Mhm. d'Helsinki, ça a été considéré par les pacifistes comme un moment très important. Très important. Et donc, par la suite, après la chute de l'Union soviétique, les rapports de force ne sont plus les mêmes. La dimension outil d'apaisement de la guerre froide n'existe plus. Ce que vous citez là, la Russie est dans un état assez lamentable à ce moment-là, hein, dans les années 90. Et je rappelle que l'explosion de la Yougoslavie, finalement, a été déclenchée, puis on le verra après avec l'affaire du Kosovo, a été déclenchée un peu par les Occidentaux. C'est-à-dire que je me rappelle, par exemple, que la Slovénie,
qui était un État important de la fédération yougoslave, a déclaré son indépendance et a été immédiatement reconnu par l'Allemagne. Hein. C'est-à-dire que c'est devenu l'OSCE a été effectivement probablement assez marqué par cette situation et par les conséquences de la chute de l'Union soviétique. C'est-à-dire que, je ne sais pas, hein, j'ai un peu l'impression que c'est devenu certes un outil qui pouvait avoir son utilité, mais qui était quand même un petit peu dirigé par les Occidentaux. Oui, je dirais même la mission Bosnie-Herzégovine était complètement contrôlée par les Américains. Les Anglo-Saxons en général, parce que les Britanniques évidemment n'étaient pas les derniers. En général, ils travaillent en tandem. Mais le chef de mission est américain, par exemple. La chef du département élection, qui était un domaine crucial, était aussi américaine. Et vous aviez ensuite dans le staff du département élection, qui était le plus important de la mission, des Américains à tous les postes clés en fait. Et quand c'était pas des Américains, c'était soit des Canadiens, soit les Canadiens anglo-saxons, soit des Anglais. Donc il y avait une présence massive des anglo-saxons déjà à l'époque. Donc l'OSCE était un outil dans la main des anglo-saxons dès le début. Les Russes étaient quasiment inexistants dans l'organisation à ce moment-là. Parce que comme vous l'avez rappelé, dans les années 90, la Russie était au plus bas. Et en plus, bah, d'une certaine manière, déjà contrôlée par les Américains. Donc voilà, la Russie ne pesait peu en fait à ce moment-là dans les débats. Alors, outil sous influence des Occidentaux, arrive donc le problème ukrainien. euh, le Maïdan, comme on dit, bon, je considère, moi, en juriste, que c'est évidemment un coup d'État. C'est évidemment un coup d'État. On apprendra par la suite que la provocation, enfin, c'est-à-dire les affrontements qui ont amené à un certain nombre de morts des deux côtés, du côté des forces de l'ordre ukrainiennes de Yanukovych et du côté des manifestants, sont le fruit d'une opération sous faux drapeau. Hein. Vous avez parlé des Britanniques. Nos amis britanniques ne devaient pas être très loin. Enfin bon, ça c'est une réflexion qui m'est personnelle, mais je pense qu'elle est partagée. À partir de ce moment-là, on a une situation particulière euh, dont on a déjà beaucoup parlé. Euh, Comment intervient l'OSCE? Donc, à quel moment est-elle saisie et avec quels objectifs, quelles missions? Alors en fait, l'OSCE a créé la mission spéciale d'observation en Ukraine assez tôt, dès le 21 mars 2014. Vous voyez? Donc on est un mois après ce qu'on appelle le massacre de Maïdan. Donc ça a été rapide. Et entre-temps, quelques jours avant, il y avait eu le fameux référendum d'indépendance de la Crimée avec demande de rattachement à la Russie. Et il y avait eu ce qu'on appelait à l'époque bon, les petits hommes verts, ces soldats sans insigne qui avaient aidé à la prise de contrôle de la Crimée pour son indépendance de l'Ukraine en fait. Euh, voilà, donc on est dans ce contexte-là, 21 mars 2014. Et à ce moment-là, il y a aussi des manifestations régulières dans à peu près toutes les zones russophones d'Ukraine, c'est-à-dire essentiellement l'Est, déjà beaucoup dans le Donbass, mais aussi dans le Sud, et aussi dans le Sud à Odessa par exemple, mais aussi à Kharkov. Euh, et voilà, donc il y a des tensions dans toutes les zones russophones à cette période-là. Et donc, dans le mandat de l'OSCE, que je publie d'ailleurs à la fin de mon livre, hein, pour ceux qui veulent s'y référer, alors, il est publié en anglais parce que c'était un mandat en anglais. On avait pour mission explicite de récolter des informations sur les faits sur le terrain, les incidents sécuritaires, d'en faire des rapports objectifs et détaillés aux États membres, dans un esprit d'impartialité et de neutralité. J'insiste là-dessus, hein. On n'était pas censé prendre parti. Par ailleurs, il y avait aussi une autre phrase qui disait que nous devions euh,
développer un dialogue sur le terrain dans le but d'apaiser les tensions. Voilà. Ça fait partie des autres missions importantes de une zone une des missions, une des tâches importantes de notre mission. Voilà, ça c'était le cadre. Sauf qu'ensuite, quand les tensions ont dégénéré en conflit armé, il y a une période de flou pour la mission de l'OSCE sur place, parce que déjà les gens qui étaient déployés à ce moment-là sur le terrain n'avaient pas du tout le profil militaire. On avait à ce moment-là des russophones civils comment dire, qui n'étaient pas forcément habitués aux zones de guerre. Et en plus, il y a eu des enlèvements à ce moment-là, parce que c'était un peu chaotique dans le Donbass. Il y a des enlèvements d'observateurs de l'OSCE. Donc l'OSCE a mis un frein à son recrutement. Et le frein a été levé uniquement après les accords de Minsk I. Là, on est en septembre 2014. Et à ce moment-là, l'OSCE est spécifiquement mandaté dans les accords de Minsk I pour s'occuper essentiellement de deux choses, de la surveillance du cessez-le-feu et du retrait des armements lourds. Voilà les deux grandes missions attribuées à ce moment-là à l'OSCE. Donc, qui s'ajoutent au mandat précédent qui datait de mars 2021, pardon, 2014. Mais du fait de ces nouvelles tâches attribuées, assignées à l'OSCE, l'OSCE s'y met à recruter massivement des gens avec des profils différents. À ce moment-là, c'était des anciens militaires et des anciens policiers. Donc des gens qui étaient aptes à travailler dans un milieu sécuritaire. Enfin, un milieu sécuritaire, un milieu justement instable au niveau sécuritaire. Euh, et moi, bon, j'avais postulé dès le début en mars 2014. J'avais pas été pris dans la première vague. Mais j'ai été pris ensuite dans la deuxième vague, dont le recrutement s'est étalé sur le temps. J'ai été sélectionné en juillet, non pardon, janvier 2015 à la base, sauf que pour des raisons budgétaires, j'ai finalement été déployé seulement en juillet 2015. Alors, le, le- donc c'est très tôt que l'OSCE a cette mission. Mhm. Intervient à ce moment-là, bon, ça dégénère en guerre civile. Il y a, il y a la tragédie d'Odessa et il y a la défaite de l'armée ukrainienne, une défaite assez lourde qui entraîne la mise Mhm. en place des accords de Minsk I, qui, alors je me rappelle plus le nom de la ville qui est concernée, enfin peu importe. Euh, Par Ilovaisk, sans doute. voilà. Alors c'est Ouais, mm, Debaltsevo qui est celle de la deuxième défaite qui entraîne Minsk voilà, c'est 2. ça. C'est Mm, mm, assez mm. effectivement, assez étonnant. Et donc, et vous, vous arrivez quand en Ukraine? Donc j'arrive en juillet 2015. Ah oui, vous venez de me Donc le à ce dire, pardon. moment-là, ouais, ouais. Oui, Donc on est 5 mois après les accords de Minsk II. ok. Sachant que, par exemple, pour la surveillance du retrait des armements lourds, l'OSE n'avait à ce moment-là pas encore de procédure bien établie. Et donc, j'ai été témoin de la mise en place de procédures assez rigoureuses de la surveillance du retrait des armements lourds, par exemple. C'était fait partie d'une des premières choses auxquelles j'ai été confronté une fois que j'ai été déployé sur place. Mais très vite, et là peut-être on peut enchaîner sur cet autre aspect ou pas. J'ai été affecté dans une unité, une cellule au sein de la mission d'observation qui était spécialisée dans les droits de l'homme, les violations des droits de l'homme, on pourrait dire. Mais pas que. On suivait aussi les problématiques humanitaires, même les problématiques politiques et économiques. Donc c'était assez large. En fait, cette petite cellule s'occupait de tout ce qui n'était pas purement militaire. Donc j'avais toujours des missions comme les autres, de temps en temps, d'aspect purement militaire, mais l'essentiel de mon temps était consacré à ces affaires plus sensibles et en l'occurrence majoritairement liées aux problématiques de droits de l'homme. Alors, avant d'aborder cette question qui vous tient à cœur, ça je le sais, puisqu'on en a eu l'occasion en préparant cet entretien d'en parler, euh, je veux dire, comment ça se déroulait? C'est-à-dire que il y avait, je suppose, une hiérarchie, il y avait des patrons. Hein, qui conduisaient cette mission, donc vous deviez faire des rapports qui devaient remonter. Comment ça se passait à ce moment-là? Alors déjà, on est devenu assez rapidement une grosse mission, la plus grosse mission de l'ESCE, jamais déployée sur un théâtre.
Alors lui, l'objectif, c'était d'atteindre à peu près le nombre de 1000 observateurs, sauf qu'à ma connaissance, on n'a jamais atteint le nombre fatidique de 1000, et on tournait l'essentiel du temps autour de 800, 800 et quelques au plus haut, mais la grosse majorité de ces observateurs étaient déployés en Donbass, et d'autres étaient déployés dans divers endroits de l'Ukraine, avec des plus petites équipes. Euh, et vu que l'OSCE a grandi de manière presque exponentielle en très peu de temps, bah, il y a eu une nécessité de hiérarchiser tout ça. Et donc, on est devenu dans le Donbass, en fait, une organisation très hiérarchisée. Entre l'observateur du terrain et le siège à Kiev, il y avait tout un tas de niveaux de filtres pour que les informations arrivent au siège. Donc, par exemple, dans l'oblast de Donetsk, où j'étais affecté l'essentiel du temps, moi, dans ma base, d'abord à Kramatorsk, puis à Mariupol, j'avais au-dessus de moi un chef de patrouille. Au-dessus du chef de patrouille, enfin du chef de groupe de patrouille. Ensuite, j'avais le chef de cellule dimension humaine, mais au-dessus de ça, il y avait un chef de base. Ensuite, au-dessus du chef de base, il y a un chef d'équipe régionale qui lui était à Donetsk à ce moment-là. Et au-dessus du chef régional, ben, il y a le QG de la mission. Mais là encore, dans le QG de la mission, vous avez aussi une hiérarchie. Pour atteindre le chef de mission, vous avez un chef adjoint. Ensuite, vous avez divers départements qui ont chacun leur chef. Voilà, tout ça est très hiérarchisé. Alors, ce qui est intéressant dans cette mission en Ukraine, à contrario de la mission en Bosnie-Herzégovine dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que il n'y avait pas autant d'anglo-saxons que ça. Et là, on peut penser que c'était dû au fait que, bah, à partir de 2014, la Russie était plus puissante qu'elle ne l'était dans les années 90, si vous voulez. Donc, avait plus les moyens, sans doute, de peser dans les débats pour décider de la nationalité des managers de la mission. Et notre chef de mission en Ukraine, c'était un Turc. Et donc, on peut penser que, bah, que voilà, un Turc était moins marqué pro-occidental qu'un Européen, par exemple, et plus acceptable pour la Russie à ce moment-là. Et même après ça, quand on allait en dessous, l'adjoint, le principal adjoint était un Suisse, donc pays qui était alors considéré comme plutôt neutre. Euh, et ainsi de suite. Même au niveau des chefs de département, vous aviez généralement des Européens. Il y avait très peu d'Américains en fait. Par contre, vous aviez ensuite des Britanniques, mais qui eux, en général, s'arrangeaient pour être nommés à des postes d'adjoints. Et ça, de mon expérience dans les missions internationales, c'est souvent une tactique de la part des Britanniques, non pas de prendre des postes de chef, mais de prendre des postes d'adjoints. Parce que les postes d'adjoints sont moins en vue, et en même temps, les adjoints ont accès à tout. Ils voient tout ce qui se passe. Vous voyez? Et quand le chef est en déplacement pour X raison, et ben c'est l'adjoint qui prend en main les opérations, qui le remplace. Euh, et donc on voyait bah, les Britanniques à de nombreux postes clés, y compris sur le terrain, poursuivre ce qui se passait, et pas seulement poursuivre, mais je peux le dire aussi pour bloquer des informations qui ne leur plaisaient pas. Donc, effectivement, alors il y avait des Russes. Il y avait des Russes, mais il y avait aucun Russe à des postes de responsabilité. La plupart des Russes étaient des simples observateurs de terrain. À un moment donné, il y avait un Russe au siège qui avait un rôle de conseiller, mais un rôle de conseiller pour un des chefs de département. euh, mais en fait, il avait peu de pouvoir. D'ailleurs, il n'est pas resté très longtemps. Euh, Après, je me souviens pas avoir vu de Russes au siège. Hein, on parle pourtant de grosse mission. Ensuite, sur le terrain, bah, vous aviez des Russes à divers postes, mais encore une fois, il y en avait déjà aucun dans le reporting. Et comme on était une mission dont le rôle principal était de produire des rapports, les Russes étant considérés comme plus ou moins partie du conflit, par beaucoup, du Ce qui coup, est, il y avait aucun monsieur, Russe dans la chaîne de reporting. monsieur Paré, ce qui n'est pas Ouais, faux. Ce qui n'est pas faux, ce qui n'est pas c'est-à-dire, faux. Ouais. donc, parce que, Oui. y compris que la question sur les gens du Donbass ont reproché certains à Vladimir Mhm. Poutine de ne pas être intervenu assez tôt, avec la réponse en disant, écoutez, on n'avait pas les moyens.
hein. Après la Crimée, il a fallu qu'on s'organise, la preuve, hein. C'est-à-dire que il y a déjà eu des sanctions à ce moment-là, et après février 2022, les Russes étaient prêts, hein. Et quand on voit où est-ce qu'on en est Mm. aujourd'hui. Mais voilà. Alors je vous pose une question nous éloigne peut-être un peu de ce que vous faisiez exactement sur le terrain. Euh, il y a eu une vraie guerre civile militaire, avec des bombardements, Mm. avec les deux fameuses défaites de l'armée ukrainienne, qui n'est pas une petite armée, hein, Mm. et donc, et qui sème la panique et qui amène à Minsk 1 d'abord et à Minsk 2 après. Euh, Est-ce qu'il est possible de penser que les séparatistes, hein, je mets ça entre guillemets parce que sinon je vais me faire allumer moi hein, sur les commentaires de YouTube, avait-il les moyens de mener la guerre, les moyens militaires de la mener sans qu'il y ait un soutien russe. Quand je dis soutien russe, Mm. c'est pas Mm. seulement des militaires qui prennent des congés sans solde et qui viennent se Mm. battre, parce que ça, il y en a eu sûrement beaucoup, mais il y avait également de la logistique, du matériel, etc. Est-ce que c'était, je pose ma question de cette façon-là, est-ce qu'il était possible pour les séparatistes, je remets des guillemets, de se battre comme ils se sont battus sans le soutien assez direct des Russes? Alors, c'est une bonne question que beaucoup de monde se posait. Et moi, il se trouve que quand j'étais à Mariupol, j'ai eu l'occasion, alors je fais un petit détour par les procès, j'ai eu l'occasion d'assister à des procès de gens qui étaient accusés de séparatisme dans les premiers mois en fait de la crise. On parle de mars à juin 2014. Et quand on se concentre sur les débuts de la crise, sur ce qui s'est passé à Mariupol, en l'occurrence là-bas, à aucun moment on ne voit une intervention russe. Il n'y a pas un Russe qui pointe le bout de son nez euh, dans cette zone, si ce n'est quelques journalistes. Tous les gens qui étaient du côté séparatiste étaient de Mariupol. J'ai pu vérifier leur pédigré, y compris ceux qui ont été arrêtés, etc. C'était tous des habitants de Mariupol. Euh, comment dire, après, si on élargit à d'autres municipalités, je pense qu'au début, le rôle de la Russie était, si rôle de la Russie il y avait, n'était pas d'ordre militaire, ou vraiment à la marge. On parle par exemple d'Igor Strelkov, dit Girkin, hein, qui est le fameux chef du commando qui a pris le contrôle de la ville de Kramatorsk et de Slaviansk au tout début du conflit. Enfin là, on parle du 12 avril 2014. Donc certains mettent en avant le fait que comme c'était un citoyen russe, ancien officier du renseignement militaire russe, que ça voulait forcément dire que la Russie officiellement intervenait. Sauf que j'ai jamais eu la preuve que Girkin était officiellement mandaté par la Russie. Lui-même disait qu'il était mandaté pour intervenir par le président de Crimée. C'est ce qu'il a dit dans une interview au Figaro en 2017, je crois. 2017-2018. Euh, et quand on regarde son pédigré, on voit qu'il était lié à la personne qui ensuite avait été nommée Premier ministre éphémère de la République populaire de Donetsk, qui est un autre russe, qui s'appelle Bourdaï. C'était deux personnes qui se connaissaient de longue date et qui étaient tous deux liés à un oligarque russe considéré comme monarchiste. Voilà. Donc, je n'ai pas trouvé de lien explicite comme quoi ces gens-là étaient mandatés officiellement par le gouvernement russe. Mais de toute façon, de mon point de vue, certes, ils avaient un rôle important à un moment donné de coordination, mais c'était pas de l'ordre militaire. Euh, Par contre, comme vous le soulignez, à partir d'un moment donné, enfin juillet en fait, enfin juin, la prise de Mariupol, dès le 13 juin, la prise de Mariupol par le bataillon Azov, et la garde nationale ukrainienne, vous avez un retournement de situation. Là, l'armée ukrainienne se réorganise après une première période où ils étaient un peu dépassés. Et grâce aux bataillons de volontaires qui, eux, n'avaient pas froid aux yeux, qui ont commis des crimes de guerre, je le dis carrément. J'ai tellement de témoignages là-dessus que ça laisse peu de place au doute. Et donc ces gens-là ont pris le contrôle d'abord de Mariupol, ensuite du nord de la zone République populaire de Donetsk, la ville de Kramatorsk, Slaviansk et d'autres villes annexes.
Début juillet, la République populaire de Donetsk se retrouve dans une position très difficile militairement. Ils sont en train de reculer un peu partout et ils ont peu de moyens. Euh, alors pour parler des moyens, moi j'ai lu de sources ukrainiennes en septembre, je crois qu'on était en septembre 2015, de sources ukrainiennes, il disait qu'il y avait 8000 policiers et militaires ukrainiens qui ont rejoint les séparatistes du Donbass. 8000. Donc, avec ça, vous pouvez déjà commencer à constituer une petite armée. Vous voyez. Et alors, il est dit que certains ont fait défection avec armée bagage. Bon, j'ai pas le détail. Mais par exemple, si on regarde ce qui s'est passé à Mariupol, à un moment donné, dans la confusion, vous avez une unité de la garde nationale qui a déserté sa caserne après le massacre les événements du 9 mai, où il y a eu une quinzaine de morts dans la confusion. Et les séparatistes ont récupéré les matériels de cette unité de la garde nationale. C'est comme ça qu'ils ont récupéré des véhicules blindés, par exemple, pour se constituer un petit embryon de force militaire, si vous voulez. Donc on peut supposer qu'on a eu des événements similaires dans d'autres villes, d'autres coins du Donbass. Maintenant, je pense pas que ces prises de matériel étaient suffisantes pour renverser la situation durant l'été. Et beaucoup d'observateurs, on peut aussi trouver ça sur Wikipédia, pensent que pendant l'été 2015, au moment où les séparatistes sont sur le recul, il y a probablement eu une intervention de l'armée russe, mais non officielle, en sous-main. Bien sûr. Voilà, c'est de l'ordre du probable. Sinon, on peut difficilement expliquer le retournement de situation, et notamment la fameuse victoire d'Ilovaisk, euh, qui a été un tournant à ce moment-là. Alors évidemment, la Russie ne reconnaît pas officiellement son implication, mais on peut penser qu'elle est probable. Et ensuite, même chose, quand on arrive à la bataille de Debaltseve en février 2015, il y a un tel bombardement sur la poche ukrainienne de Debaltseve que là encore, on peut légitimement penser qu'il y a eu intervention russe pour fournir ne serait-ce que pour fournir des matériels, euh, des munitions et voire des experts, vous voyez. Euh, et donc des experts, voire plus. Mais bon, là, on extrapole un peu, j'ai pas les preuves, mais disons que c'est de l'ordre du probable vu le rapport de force. Voilà. Et quand je discutais avec mes collègues, on pensait que c'était vraiment deux périodes clés où les Russes ont pu intervenir pour, en fait, juste permettre aux séparatistes de survivre. Là, on n'est pas dans un plan de conquête de l'Ukraine. Quand on regarde ce qui a été fait à ce moment-là, on est juste dans une optique de permettre aux séparatistes de survivre en tant qu'entité autonome. Mais ça va pas plus loin. Et alors après, il y en a qui disent ça va pas plus loin parce que la Russie n'avait pas les moyens de s'engager dans une confrontation ouverte avec l'Occident ou dans une guerre ouverte avec l'Ukraine, ou alors que c'est un calcul politique. Mais là, on est dans l'ordre de l'interprétation, si vous voulez. En tout cas, ensuite, on arrive aux accords de Minsk II, qui sont censés stabiliser le front et, in fine, donner un statut d'autonomie au Donbass dans l'Ukraine. Vous Vous voyez? savez, Euh, je voilà où on en arrive. réagis sur ce que vous venez de dire. Tout ça est passionnant parce que c'est effectivement, c'est la réalité de ce qui s'est produit. On a eu tellement de déferlements de mensonges que dès qu'on peut, et vous venez de le faire, réinjecter un peu de clarté, c'est quand même précieux. Euh, Mon analyse à distance, qui est sûrement pas nourrie à la fois de votre compétence et de votre expérience, mais c'est que les Russes, euh, et ils l'ont démontré dans le passé, et même par la suite, les Russes ont privilégié des cartes de politique, des cartes de négociation, des cartes de discussion. La preuve, Minsk 1 et Minsk 2. Alors, venir dire aujourd'hui que lorsque les Russes qui n'étaient pas signataires, mais ont parrainé avec la France et l'Allemagne, les accords de Minsk II, par exemple, que effectivement, ils n'y croyaient pas, eux non plus. Alors on sait très bien que Merkel et Hollande, qui sont des parjures tout simplement, l'ont reconnu. Euh, Ceux qui disent que les Russes non plus n'avaient pas confiance dans le processus de Minsk 1 et de Minsk 2, j'en suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je pense que pour les avoir beaucoup pratiqués
avant, c'est-à-dire avant la chute de l'Union soviétique, moins depuis. Ce sont des gens qui avaient une vision assez juridique des choses au moment de la guerre froide, c'est incontestable. Alors avec la personnalité de Poutine en plus, qui est un juriste, euh, il y avait la volonté souvent, et on a cité tout à l'heure euh, la conférence d'Helsinki et ce qui en était ressorti. Donc, et puis tous les traités de désarmement qui sont très juridiques. Il y avait, je pense, le souhait de le faire de cette façon-là. Regardons ce qui se passe au printemps 2022. Lorsque les négociations à Minsk d'abord et ensuite à Istanbul se déroulent, le traité, si les Ukrainiens avaient accepté, ils l'avaient signé, avaient accepté de le mettre en œuvre malgré l'intervention de Boris Johnson, il serait dans une toute autre situation et il y aurait probablement 1 million d'Ukrainiens qui n'auraient pas été tués hein, dans le conflit. Mais lorsqu'on regarde le traité, puisqu'il a été publié, il a été publié, il a même été brandi dans une conférence de presse par Poutine. Alors je me suis un peu tapé la lecture, traduction en partie. Euh, je trouvais que c'était pas très sûr. Même si ils avaient mis fin à l'opération militaire spéciale avec les engagements, l'autonomie du Donbass, avec l'engagement solennel de ne pas adhérer à l'OTAN, je ne sais pas si la protection de la Russie était assurée par ce document. Alors après, bon, c'est la vie, hein, on poursuit. Mais euh, à ce moment-là, l'idée que les Russes souhaitaient en sortir par la négociation me semble exister, d'où au moment des accords de Minsk. Euh, alors l'intervention militaire pour préserver les séparatistes, je remets des guillemets, euh, est tout à fait compréhensible. Est tout à fait compréhensible, et ça, je pense que ça aurait été une vraie défaillance euh, Hmm. politique et stratégique de ne pas le faire. Donc, alors, sur cette situation, vous venez d'une guerre civile avec votre mission d'observation. Vous venez de parler de la prise de Mariupol, la prise par le bataillon Azov et l'armée ukrainienne, les conséquences que ça aura pour cette ville, parce que vous avez vos propres témoignages, mais je pense qu'il y en a beaucoup et il y a eu pas mal de rapports qui ont été faits à ce sujet. C'est l'instauration d'une forme de terreur hein, sur la ville de Hmm. Mariupol qui est complètement... D'où la décision, avant même le processus d'Istanbul, la décision de prendre la ville. De prendre la ville, c'est-à-dire pour le reste, l'intervention russe, c'est une intervention extrêmement rapide avec un corps expéditionnaire sous-dimensionné, dira-t-on après, mais qui était probablement suffisamment dimensionné pour ce qu'étaient leurs objectifs. Mais en ce qui concerne Mariupol, la décision est prise, on la prend, quel qu'en soit le coût d'ailleurs, hein, parce qu'il a été aussi il a été, comment dire, assez lourd, hein, même du côté russe. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là concernant, et j'en viens à votre mission droits de l'homme, parce que pour qu'on imagine une mission droits de l'homme, c'est peut-être qu'on a quelques inquiétudes sur la façon dont le pouvoir mis en place par le coup d'État du Maïdan à Kiev mène les choses. Qu'est-ce qui se passe alors donc, dans ce conflit sur cette dimension-là de répression Donc, féroce? donc là, vous parlez des premières années, 2014-2015 ou 2022? Non, 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 2022, c'est le conflit a eu lieu. Non, je parlais de la volonté de la Russie, c'est simplement ça, la volonté de la Russie de poursuivre jusqu'au bout un processus de négociation et un processus diplomatique.
et dont la tentative d'Istanbul sera l'expression. C'est pour ça que venir dire aujourd'hui, ils n'ont pas cru à Minsk 1 ni Minsk 2, je comprends qu'on ait cette position. Ça me paraît, bon, à ma place, hein, à ma place, je ne suis pas à la vôtre. Bon, non, là, je reviens, non pas à la reprise par les Russes de Mariupol, port de la mer Noire, enfin, ouverture sur la mer Noire tout à fait indispensable. Je reviens sur la prise par euh, le bataillon Azov et l'armée ukrainienne, et pour élargir sur la situation des droits de l'homme, justement, c'est-à-dire qu'il y a une forme, il y a un conflit, il y a une guerre civile, il y a des tentatives diplomatiques, il y a une mission d'information, et pendant ce temps-là, la répression continue. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, elle est féroce. Et là, ça fait partie de vos prérogatives. Mmh. Alors, si vous voulez, déjà, concernant l'engagement russe vis-à-vis des accords de Minsk, moi, sur le terrain, j'ai jamais eu l'impression que les Russes ne prenaient pas les accords de Minsk au sérieux. Nous, dans notre mission, on avait régulièrement des comptes rendus de la part du chef de mission adjoint qui allait aux réunions à Minsk, c'était déjà à Minsk, qui étaient régulières, peut-être tous les mois, ou c'est à peu près l'ordre d'idée, avec tous les groupes de travail qui, en fait, essayaient de travailler à la mise en place des accords. Il y avait 4 groupes de travail à ce moment-là. Donc, on avait, nous, de la part de notre chef de mission adjoint, un compte rendu des discussions régulièrement. Donc, on pouvait se tenir au courant de ce qui se disait à Minsk. Et encore une fois, s'il y avait un camp qui montrait des signes qu'il n'avait pas l'intention d'appliquer les accords de Minsk, c'était pas les Russes, c'était les Ukrainiens. Et j'en parle dans les livres, assez longuement par moment. Notamment, un des cas les plus flagrants, c'est quand les Ukrainiens ont sorti un texte de loi qui s'appelait le texte sur la réintégration du Donbass. Donc le projet sort fin 2017, on se le fait traduire en anglais, et là on voit que sur certains points, c'est en contradiction flagrante avec l'accord de Minsk. Les accords de Minsk prévoient par exemple une amnistie générale. Sauf que dans le texte de loi que le Parlement avait préparé, il s'engageait à poursuivre toutes les personnes qui auraient travaillé avec ce qu'ils appelaient les autorités d'occupation. Vous voyez? Euh, c'est pour nous en flagrante violation de l'esprit et de la lettre des accords de Minsk. On ne parlait pas du tout encore une fois, d'amnistie. D'ailleurs, c'était tellement flagrant que finalement le Parlement est revenu sur sa copie sous la pression internationale, notamment des Nations Unies, qui se permettaient d'être un peu plus, comment dire, interventionnistes que nous. Euh, et in fine, donc le texte de loi qui est adopté en 2018, en fait, ne fait plus mention de ces poursuites. Mais il n'y a rien non plus sur une éventuelle amnistie à ce moment-là. Et comme je le dis à un moment donné dans une conversation que j'ai eue avec un des députés ukrainiens, il pensait que c'était un mauvais message adressé aux populations du Donbass parce que il y avait toujours une épée de Damoclès qui flottait au-dessus de leur tête. Puisque l'amnistie n'était pas citée, on pouvait parfaitement imaginer que si le gouvernement ukrainien avait l'occasion de reprendre le Donbass, il n'allait pas se gêner pour poursuivre tout le monde. Parce qu'on sentait clairement que c'était une volonté farouche de leur part. Et d'ailleurs, en parallèle de ça, vous aviez une campagne de répression active contre tous les gens qui étaient soupçonnés déjà d'avoir coopéré avec les autorités dites d'occupation en 2014-2015. C'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, la République populaire de Donetsk a dû reculer de plusieurs zones en 2014. Et dans ces zones-là, vous aviez une véritable chasse aux sorcières. Les autorités ukrainiennes, mais aussi les bataillons de volontaires, ont recherché tous les traîtres, tous les pro-russes, pour les arrêter, souvent les torturer, et après les juger. Mais il y a aussi des gens qui ont disparu dans le processus, hein, qu'on n'a jamais revus. Euh, on a arrêté les journalistes aussi, les politiciens locaux qui n'avaient pas eu un rôle clair, les petites gens, n'importe qui. Ça tombait sur n'importe qui. Et donc ensuite, nous, notre cellule a eu l'occasion de suivre en fait ce volet répressif de la reprise de contrôle de l'Ukraine dans ces zones. Et ça s'est étalé sur des années en fait. Et à chaque fois, donc on allait
à ces procès. Alors, je sais pas si on enchaîne maintenant sur les procès, mais on avait l'impression d'un État surpuissant, je dirais même totalitaire, qui pouvait tout se permettre. Alors C'était attendez, assez attendez. effrayant. Monsieur, Ouais, pareil, là, je vous arrête un peu parce que ouais, vous êtes déjà quasiment sur la ouais. conclusion, hein, et Mm. c'est, voilà, ça c'est très important. C'est très important parce que l'Ukraine zelenskyste défend nos valeurs, Mm. on est menacé dans notre être quelque part. Vous, ce que vous avez constaté de votre expérience, c'est que on avait affaire dès ce moment-là à une dictature arbitraire avec enfin la dictature bon, le terme totalitaire il est galvaudé il est Ouais. malheureusement difficilement Mm. utilisable aujourd'hui même si on peut penser que de temps en temps il doit être employé mais la caractéristique d'une dictature de ce type avec y compris l'influence de ces groupes qui ne sont pas des groupes électoraux, qui sont des groupes qui ont investi l'appareil d'État, c'est eux qui ont mené Maïdan et qui ont ensuite investi l'appareil d'État, des groupes qui sont pour certains carrément néo-nazis. Ce qui caractéristique ces systèmes, c'est l'arbitraire. C'est-à-dire que alors, on ne va pas parler d'état de droit, c'est que la règle de droit ne compte pour rien, les principes ne comptent pour rien, les libertés publiques et les libertés de la personne ne comptent pour rien. Le pouvoir, celui qui est là en l'occurrence, a tous les pouvoirs. Mm. Alors, justement, votre expérience de ça. Bah, comme vous le savez, hein, je parle à un grand juriste, mais un des principes démocratiques de base, c'est la séparation des pouvoirs, hein, entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et là, ce qui était frappant dès le début, c'est que le judiciaire obéissait à l'évidence à l'exécutif. Ça a même été avoué par des juges. Ils disaient qu'ils obéissaient au procureur. Voilà, tout simplement. En plus, les juges eux-mêmes étaient nommés par l'exécutif. Vous voyez, pour 5 ans à ce moment-là. Donc, si le juge voulait garder sa place, il n'avait certainement pas intérêt à déplaire à l'exécutif. Donc, on était dans un système qui était totalement contrôlé, en fait, surtout dans le Donbass. Il y a même un avocat, à un moment donné, qui a dit à un politicien, en fait, qui était lui-même poursuivi, que c'était le SBU dans le Donbass qui contrôlait ce qui se passait. Euh, et donc, il n'y avait aucun espoir d'être jugé de manière juste. Parce que le SBU, donc le service de sécurité de l'Ukraine, qui était à la fois une police secrète, un service d'enquête, un service antiterroriste, une police politique, enfin ça remplissait tous ces rôles-là, euh, il était omnipotent et surpuissant. Déjà, faut savoir que l'opération répressive du gouvernement ukrainien dans le Donbass était menée par le SBU. Le chef de tout ça, jusqu'en 2018, c'était un général du SBU. Et ils appelaient ça l'ATO en anglais, c'est Anti-Terrorist Organization. Et donc, c'était une opération, officiellement, une opération antiterroriste qui était menée en Donbass jusqu'en 2018. Après, ils ont changé le statut d'un point de vue juridique pour en faire quelque chose de plus large, qui n'était plus à ce moment-là sous l'autorité directe du SBU, mais qui avait passé sous l'autorité plus de l'armée. Mais jusqu'en 2018, c'est le SBU qui gère tout, et qui, y compris toutes les enquêtes contre les gens accusés de séparatisme ou de terrorisme. Et alors ensuite, quand il y avait des violations flagrantes des droits de l'homme qui pouvaient apparaître, des tortures pour obtenir des aveux, etc. En tout cas, c'était les allégations des accusés. Le problème, c'est que si vous voulez enquêter là-dessus, in fine, c'est demander au SBU d'enquêter sur lui-même. Vous voyez? Donc on était dans un système qui était fermé, où il y avait quasiment aucune chance d'en réchapper. Et moi, j'ai discuté en plus avec après avoir assisté à des dizaines et des dizaines d'audiences dans bien en tout une vingtaine de procès, euh, j'ai discuté avec le procureur général adjoint de l'oblast de Donetsk et ensuite le procureur général de l'oblast de Lugansk, côté ukrainien donc. Et dans les deux cas, on nous a donné des statistiques que j'avais demandées sur les pourcentages de condamnation dans les procès liés au conflit. Et on était à 99,9%. Euh, dans les deux oblasts, il y avait juste un cas ou deux
qui avaient échappé à la condamnation. Mais dans les deux cas, les procureurs m'ont dit, ah oui, mais bon, certes, les accusés ont échappé à la condamnation en première instance, mais rassurez-vous, on gagnera en appel. C'est évident. Et ils blâmaient en fait les rares cas où ils ne gagnaient pas dès le procès de première instance sur le fait que les procureurs qui étaient assignés à ces procès n'avaient pas bien fait leur travail. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, on comprend que pour eux, en fait, à partir du moment où ils montent un dossier contre quelqu'un, c'est déjà jugé. Ils ont déjà jugé la personne. La personne est forcément coupable puisqu'il faut arriver à 100% de condamnation. Et, et d'ailleurs, bon, les gens dans le Donbass étaient conscients de ça. Et je me souviens à un moment donné d'avoir eu un rendez-vous avec un panel de journalistes dans une ville qui s'appelait. Alors, j'ai pas cité la ville parce qu'elle est encore contrôlée par le gouvernement ukrainien aujourd'hui. Mais les journalistes étaient terrorisés parce qu'ils savaient que le SBU enquêtait sur eux. Et ils avaient demandé un rendez-vous secret à quelqu'un de l'OSCE pour faire part de leurs inquiétudes, en nous demandant si on pouvait intervenir en amont pour que bah, l'enquête en fait ne démarre pas officiellement, pour qu'il ne soit pas officiellement inculpé plutôt. Parce qu'en fait, ils comprenaient et on le savait qu'à partir du moment où le procès commence, c'est terminé. Il n'y a aucune chance de s'en sortir. Et ils étaient conscients de ça, y compris le maire de la ville en question, qu'on a rencontré juste après, parce qu'il était lié à ces journalistes, et on ne parle pas d'une petite ville en plus, hein. Et donc vous avez face à vous des gens qui sont des journalistes, des politiciens, et quand vous leur parlez, ils sont terrorisés. Et ça, c'est un des aspects qui vous montre que on n'est pas en démocratie, quoi. On est loin de la démocratie. Euh, et donc, comme vous dites, c'est un mot juste, il y avait un climat de terreur dans le Donbass à ce moment-là, contre toute personne soupçonnée de séparatisme. Alors évidemment, les gens qui, entre guillemets, n'avaient rien à se reprocher, qui ne s'occupaient pas du tout de politique, bah, ceux-là, ils pensaient que tout était normal. Mais tous ceux qui avaient eu un rôle plus ou moins clair ou qui pouvaient simplement être accusés par des voisins qui les aimaient pas, bah, ils se retrouvaient d'un seul coup enlevés par le SBU et puis interrogés dans une cave pendant 8 jours. Vous voyez? Et si par miracle on trouvait rien contre eux, ils pouvaient être libérés. Mais dans le cas où il y avait un doute, en général, bah, ça se passait très mal pour eux. Et voilà, c'était une réalité tangible à laquelle on a été confronté là-bas. Et ça a commencé très tôt, avant même que moi je sois déployé. À Kramatorsk, mes collègues, avant que j'arrive, étaient régulièrement alertés par des enlèvements. Euh, Tous les 3 jours à peu près, il y a des gens qui venaient toquer à la porte de leur bureau en disant, voilà, mon fils, mon mari a été enlevé par des hommes masqués et je ne sais pas par qui. Je ne sais pas où il est. Est-ce que vous pouvez nous aider? Ça arrivait tous les 3 jours, pendant des mois. Euh, et à tel point que mes collègues à l'époque avaient fait un excellent travail d'ailleurs. Ils avaient ils avaient fait un véritable travail d'enquête sur des dizaines et des dizaines de cas pour savoir qui était derrière ces fameux enlèvements. Et dans tous les cas sur lesquels ils avaient travaillé, ils se sont aperçus que derrière ça, on retrouvait soit des bataillons, des fameux bataillons de volontaires, soit le SBU directement. Et après, dans les histoires, on avait souvent des scénarios où les personnes sont enlevées, mis dans un lieu où ils ne savent même pas où ils sont. On les tabasse d'abord pour casser toute volonté. Et ensuite, on leur présente une feuille de papier vierge qu'ils doivent signer. Et ensuite, ça sert, ensuite, on tape un texte sur la feuille et ça sert à montrer que vous avez la personne à des aveux signés. Ça a été décrit dans un des procès auxquels j'ai assisté. C'était un processus aussi décrit dans le fameux rapport de mes collègues avant même que je sois sur place. Donc c'était une méthode de travail à l'époque pour ces gens-là. Et donc encore une fois, on est très très loin d'un système démocratique. Là, on est dans un système de terreur. Et vous ne terrorisez pas seulement les gens que vous enlevez, que vous torturez, vous terrorisez aussi les familles qui sont dans un état de détresse absolue. Euh, et donc après, bah, voilà, il y a un climat de terreur et les gens n'osent plus bouger le petit doigt. Et alors il y a d'autres exemples aussi où beaucoup de gens ont été arrêtés pour des coups de téléphone parce que bah, la ligne de contact traversait le Donbass, séparait les familles.
Donc, vous pouviez être simplement arrêté par le SBU parce qu'à un moment donné, dans une conversation avec votre frère, vos parents, votre enfant qui est de l'autre côté, vous avez le malheur de parler de ah bah tiens, tu sais quoi, dans notre village maintenant, dans l'école, eh ben, il y a une unité de l'armée ukrainienne. Ah, vous avez révélé une position de l'armée ukrainienne, donc c'est passible de coopération. Enfin, vous êtes responsable de coopération avec une entité terroriste parce qu'on considérait que si vous parlez à quelqu'un de l'autre côté, c'était forcément un terroriste parce qu'ils considéraient tous les séparatistes comme des terroristes. Et donc, vous êtes accusé au titre de l'article 258.3, qui a trait aux terroristes dans le code pénal ukrainien, et en avant. Et vous êtes arrêté, et vous êtes en prison pour plusieurs années, et il n'y a aucune chance d'en échapper, tel que je l'ai vu des dizaines de fois. Voilà, c'était comme ça que fonctionnait le système. Et les gens à la barre disaient, mais je faisais que parler de choses banales à des amis ou à ma famille, des choses qui étaient même sues de tout le monde, des fois c'était même dans la presse, mais non, il y avait aucune pitié. On sentait que les autorités voulaient faire des exemples. Voilà, il fallait montrer qu'il y avait une tolérance zéro pour toute suspicion de coopération avec les séparatistes. Voilà ce à quoi moi j'ai assisté. Et le problème, c'est ce à quoi moi j'ai assisté. On était très peu dans le SE à être conscient de ça. On était très peu à suivre ces procès. On écrivait certes nos rapports, moi j'essayais de les écrire d'une manière le plus détaillée possible. Sauf que dans le rapport de la base, ça faisait, dans le meilleur des cas, une ligne ou deux. Et le commentaire, enfin, ce qui transparaissait se limitait à la décision du tribunal. Donc, telle personne condamnée à 8 ans de prison au titre de l'article 258.3. Et ça s'arrêtait là. Aucun élément de contexte ne transparaissait dans les rapports. Donc, même si quand on voyait les choses, il y avait énormément d'aspects qui paraissaient scandaleux, absurdes, truqués, même aux profanes, euh, bah, ça passait crème parce que notre hiérarchie n'était même pas au courant de tout ça, parce que ça ne passait pas dans nos rapports. On avait juste une petite cellule au siège, qui était une cellule des affaires juridiques. On avait un moyen de leur transmettre des rapports plus détaillés directement, par une voie médiane, mais ça n'allait jamais dans un rapport public. Et je n'ai jamais vu quoi que ce soit de concret euh, fait par cette cellule. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient de nos rapports. Euh, et il y a eu aussi eu un moment scandaleux, c'est que en 2018, la mission a voulu faire un rapport de synthèse globale qu'on appelait Accès à la justice dans toute l'Ukraine, y compris dans les territoires séparatistes. Et on a tout un certain nombre d'observateurs qui ont fait un véritable travail de fond, tenté de récolter des informations sur ce qui se passait. Moi, j'en ai fait partie. Je suis allé voir des juges dans les zones séparatistes en leur demandant des entretiens. On a parlé à des avocats qui travaillaient en zone séparatiste. Il y avait un embryon de système judiciaire là-bas. Alors certes, il était incomplet, il était certainement critiquable, rien n'est parfait. En plus, on sentait vraiment qu'ils avaient peu de moyens, mais qu'ils essayaient malgré tout de créer quelque chose et de l'étoffer avec le temps en recrutant des gens, souvent des étudiants en droit, pour bah, en fait avoir des greffiers ou des gens comme ça, si vous voulez. Ouais. Ils montaient ça petit à petit dans les deux oblasts, à Donetsk comme à Lugansk. Euh, et on savait que, bah, par exemple, dans l'oblast de Donetsk, à un moment donné, il y a eu un père de famille qui est venu nous voir en disant, voilà, mon fils a été tué par un soldat séparatiste avec qui il a eu l'altercation. Donc, il a un procès, le procès du soldat débute dans tel endroit, tel jour. Est-ce que vous pouvez y assister? Voilà. Donc, on savait qu'il y avait des procès, y compris contre des soldats séparatistes qui auraient été coupables de graves crimes. Sauf que notre hiérarchie nous disait non, vous n'irez pas assister à ces procès parce que on ne reconnaît pas ces entités. Donc ces tribunaux pour nous n'existent pas. Vous voyez. Et alors c'était un des graves problèmes, une des graves contradictions de notre système, c'est que comme on ne reconnaissait pas les structures séparatistes, on se refusait à communiquer avec eux et on se refusait même à assister à ces procès pour voir comment ça se passait. Alors moi j'avais argué qu'on pouvait très bien prétendre qu'en fait, qu'on ne reconnaissait, tout en prétendant ne pas reconnaître ces entités, on allait juste assister à ce qui ressemblait à une audience par des gens prétendant être juges et pour voir comment ça se passait. Mais non, même là, on est non, hors de question. La question ne se pose pas. Vous ignorez tout ça. Donc, on ignorait les plaintes des gens qui venaient vers nous, totalement.
Euh, et ensuite, quand on a eu ce fameux rapport auquel j'ai participé encore une fois, où on a essayé de détailler comment fonctionnait le système judiciaire dans les oblasts, enfin dans les zones séparatistes, qu'est-ce qui en est sorti dans le rapport final de notre mission? Deux lignes. Et les deux lignes disaient, comme il n'y a pas d'autorité légitime dans les territoires séparatistes, ou, enfin, il disait pas séparatistes, il disait les territoires occupés. Euh, il n'y a pas d'accès à la justice. Et terminé. Non, pardon, il disait pas les territoires occupés, parce que ça, c'était le gouvernement ukrainien qui disait ça. Nous, on disait les non-government controlled areas, donc les zones non contrôlées par le gouvernement. Voilà, c'était le terme précis qu'on utilisait, comme les Nations Unies d'ailleurs, un terme neutre. Et donc, on disait, comme il y a, encore une fois, comme il n'y a pas de gouvernement légitime dans ces zones, automatiquement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accès à la justice. Et terminé. Et moi, j'ai discuté avec un jeune juriste italien qui avait fait le rapport pour le système judiciaire de la République populaire de Lugansk. J'ai lu le rapport après. Il faisait 12 pages. Très documenté. Meilleur que ce qu'on avait fait à Donetsk. Et il avait eu accès à des sources de qualité qui vraiment décrivaient tout le système, y compris le nombre de juges en place, etc., etc. Et leur pédigré, quel type de personnes ils recrutaient pour les divers postes. Et ça, il n'en est rien ressorti, zéro, parce que il fallait pas en rendre compte. Et alors pourquoi ça gênait? Je discutais avec un de mes collègues qui était dans la fameuse cellule des affaires juridiques à ce moment-là à Kiev, et il me dit, oui, tu comprends, nous, on était très gênés avec les infos qu'on avait parce que euh, l'Ukraine ne reconnaît pas ces zones. Officiellement, l'Ukraine disait les zones séparatistes, c'est la jungle. Il y a aucun respect de quelconque forme de droit. C'est juste des hommes en armes qui font régner la terreur, point final. C'était comme ça que les autorités ukrainiennes décrivaient la réalité du pouvoir dans ces zones. C'est exactement ce qui est raconté aux ambassades. Voilà, c'est ça, je le sais de la part des diplomates avec qui on discutait. Sauf que la réalité était un peu différente tout de même. Il y avait quand même un effort d'avoir un semblant d'état de droit. Alors, encore une fois, je dis pas que c'était parfait, c'était certainement critiquable. Mais voilà, ce qu'on a fait une fois de plus, c'est qu'on a complètement oblitéré une réalité tangible sur le terrain. Euh, et ça arrangeait beaucoup nos collègues au siège qui disaient, bah, comme ça, on n'a pas à craindre les réactions de Kiev. Puisqu'on ne parle pas de ça, Kiev ne va pas nous accuser de quoi que ce soit. Pour vous donner un autre exemple des pressions du gouvernement de Kiev sur ce qui se passait et sur notre façon de rendre compte, et là je parle d'un ambassadeur, c'était l'ambassadeur itinérant de l'OSCE, enfin itinérant si je puis dire, il s'appelait l'ambassadeur Frisch, c'est un ambassadeur suisse que j'ai rencontré à plusieurs reprises, quelqu'un qui était d'un excellent niveau. Je parle de lui à un moment dans le livre, je lui rends hommage d'ailleurs, parce que pour moi c'était le modèle de ce que devrait être un diplomate. Euh, et, euh, et cet homme-là s'était arrangé euh, par son intelligence et son adresse à pouvoir visiter tous les centres de détention du Donbass, non seulement du côté contrôlé par le gouvernement, mais aussi du côté séparatiste. Il avait obtenu leur accord pour visiter les centres de détention des deux côtés. Et il a eu le malheur, à la fin de ce processus, de faire une déclaration publique dans laquelle il disait, de ce que j'ai vu, les conditions de détention sont aussi déplorables d'un côté comme de l'autre. Et ça a fait un scandale. La délégation ukrainienne, qui à ce moment-là négociait à Minsk, s'est retirée des groupes de travail en disant l'ambassadeur Frisch, responsable de cette déclaration, euh, ne peut plus être le chef de ce groupe de travail. C'est le groupe de travail sur les affaires humanitaires et les droits de l'homme. Il y avait 4 groupes de travail, encore une fois. Donc il était le chef d'un de ces 4 groupes de travail. Et la délégation ukrainienne s'est retirée pour faire pression sur l'OSCE pour que cet homme extrêmement honnête, extrêmement compétent, soit viré. Ça, bah, j'étais absolument scandalisé par ça. Mais j'avais quand même des collègues de l'OSCE qui me disaient, oui, mais il y a des vérités qu'il faut pas dire. L'ambassadeur n'aurait pas dû dire ça. Mais je suis désolé, on a une mission qui est censée rapporter les faits. On ne va pas sélectionner les faits parce que ça plairait pas à un tel ou un tel. Vous voyez? Donc on était dans une contradiction flagrante de notre mandat. Et, mais bon, c'était la réalité de notre mission. Mais Et c'était la réalité des pressions qu'on pouvait subir de la part d'abord du gouvernement ukrainien, mais ça pouvait être aussi de certains gouvernements occidentaux. Un autre exemple.
à Kramatorsk. Et ça, j'étais pas présent, mais ça m'a été raconté. Mon chef d'alors me dit, on a eu la visite d'un ambassadeur américain. Et l'ambassadeur américain demande alors à mon chef, qui était le chef de la cellule de la dimension humaine, donc qui recueille les informations sur la violation des droits de l'homme, il demande alors qu'est-ce que vous avez d'intéressant à dire. Et à ce moment-là, mon chef lui parle bah, de ces fameux enlèvements, des procès qu'on commençait à suivre, etc., mais qui étaient du fait de la partie ukrainienne. Et à ce moment-là, l'ambassadeur l'interrompt, fait OK, ouais, mais bon, ça m'intéresse pas. Suivant. Et là, il s'adresse à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, bon, quand mon chef me racontait ça, il me disait voilà, c'est la réalité. Donc, ces gens-là ne sont pas intéressés par la réalité du terrain, ils sont intéressés pour défendre un agenda politique et le narratif qui va avec. Voilà. Donc, le but du jeu, c'est de présenter l'Ukraine comme les gentils et les séparatistes comme les méchants. Donc, à partir de là, bah, on sélectionne des informations en fonction de cet agenda politique. C'est tout bête, hein, ce que je dis. Alors, Mais on avait constamment à lutter en interne contre cette tendance. Alors on arrivait malgré tout à faire passer certaines informations qui étaient incontestables. Par exemple, quand on faisait des études d'impact ou contrôler l'identité des victimes du conflit, mais ça se limitait à ça, des choses incontestables, mais il y avait tout un pan d'informations à côté qui passait pas du tout dans les rapports. vous savez, c'est très très intéressant ce que j'entends là parce que ça me rappelle des souvenirs. Ça va vous apparaître peut-être un peu surprenant, mais dans ma longue vie, j'ai eu des missions internationales et en particulier, j'ai été président d'une structure qui s'appelait France-Amérique latine, qui donc travaillait, une ONG importante, qui travaillait avec l'Amérique latine à l'époque des années de plomb, à l'époque des dictatures carrément fascistes. C'était après le coup d'État au Chili, et puis il y a eu tout. Enfin, euh, en particulier, le pire pays était probablement l'Argentine, et puis il y avait eu aussi des pays d'Amérique centrale, parce que les États-Unis avaient très très peur de la contagion du Nicaragua. Alors, euh, je me rappelle que c'était exactement ce que vous décrivez. Les enlèvements, les disparitions, les procès bidons, c'était horrible. Je me rappelle, moi j'ai fait des voyages, c'était mais irrespirable, irrespirable. Le pire étant, je me répète, étant l'Argentine. Et face à ça, à l'époque, on savait que les États-Unis étaient derrière, qu'ils téléguidaient. Hein, comme disait Roosevelt à propos de Somoza au Nicaragua, c'est un fils de pute, mais c'est notre fils de pute. Mais les pays occidentaux n'étaient pas sur cette ligne-là. Ils se battaient, et en particulier, après le coup d'État au Chili, les ambassades avaient été prises d'assaut par les gens qui voulaient se protéger, parce que c'était une dictature féroce, les pays occidentaux qui avaient, je pense européens, ouvert ensuite euh, leur pays à ces exilés, aux exilés. Donc il y avait, moi je me rappelle, je travaillais beaucoup avec des organisations occidentales, avec les gouvernements occidentaux. Avec les gouvernements occidentaux. Les États-Unis étaient un petit peu isolés hein, face à cette férocité. Eh bien, là, ce que vous me décrivez, c'est que cette partie de l'Occident a capitulé, quoi. Enfin, a capitulé. Et l'instrument de la dictature voulue par les États-Unis. C'est assez fantastique parce que et je reviens sur les descriptions que vous faites, quoi. Comme je me répète, ça me rappelle des souvenirs. Alors, le, le, vous avez donc fait un témoignage avec l'écriture de ce livre. J'invite à la lecture, évidemment, de cet ouvrage qui est tout à fait indispensable. Alors, je veux vous poser deux questions pour terminer, Monsieur Paré. La première question, pourquoi est-ce que vous avez décidé maintenant de faire ce témoignage? Alors la question pourquoi maintenant? Euh, bah, je vais répondre assez simplement par le fait que on sait que depuis bah, la fameuse intervention russe, l'invasion, l'opération militaire spéciale,
on l'appelle de différents noms, bah, on est passé dans une autre dimension, hein. On est passé dans une autre dimension de ce conflit en Ukraine. Là, on est dans une dimension clairement internationale et, euh, et on sait depuis cette époque-là que on est en train de danser au bord d'un volcan. On est au bord potentiellement d'une troisième guerre mondiale, impliquant tous les pays de l'OTAN et la Russie, évidemment, voire d'autres pays. Euh, et donc, bah, j'ai assez vite pris conscience de ça, sachant que la fin de mon contrat véritablement date du mois de mai, fin mai 2022. Faisais encore partie de l'OSCE jusqu'en mai 2022. Allez, ne quittez pas. Je pense que ça devrait terminer dans pas très longtemps. Ça a repris attendez. Donc ma question, j'en ai deux. La première, c'est pourquoi avez-vous décidé de faire ce témoignage maintenant, c'est-à-dire euh, au début de 2025? Euh, alors la réponse est assez simple. Ce qui m'a décidé à faire ce témoignage, c'est le fait que depuis l'intervention russe en février 2022, on est passé dans une autre dimension du conflit. Maintenant, ça devient clairement un conflit international avec implication progressive des pays occidentaux, des pays de l'OTAN, et puis même d'autres pays à côté russe, potentiellement, voire de manière avérée. Et donc, on est au bord de la Troisième Guerre mondiale. On est en train de danser au bord d'un volcan, en fait. Et et il y a, j'ai constaté aussi tellement de propagande, notamment dans les premiers mois du conflit en 2022. Alors, je dis ça parce que j'ai vérifié beaucoup de choses par moi-même avec diverses sources pour m'apercevoir qu'il y avait des choses qui étaient pas nettes du tout dans le narratif des médias occidentaux sur un certain nombre d'incidents. Et on a aussi vu que bah, d'un seul coup, les médias, les gens semblaient avoir totalement oublié que la guerre en fait n'a pas commencé en février 2022, mais qu'elle a commencé bien avant, en février 2014, sur la place Maïdan. C'est là qu'il y a le premier sang versé. Et le conflit armé commence là, véritablement. Et même si on parle du conflit idéologique, ça commence bien avant. On peut remonter à la Deuxième Guerre mondiale, hein, si on, on va chercher loin. Mais voilà, globalement, si vous voulez, au niveau géostratégique, on sait que l'État profond américain, ça a notamment été dit par Zbigniew Brzezinski, que l'objectif de l'État profond américain, c'est de séparer l'Ukraine de la Russie, pour affaiblir la Russie. Voilà. Ça, c'est le grand objectif de long terme des idéologues américains qui contrôlent l'État profond. Une fois qu'on a dit ça, donc je reviens à 2022, je me suis rendu compte que de par mes fonctions en Ukraine, euh, je faisais partie des rares personnes, des très rares personnes qui avaient accès à des informations essentielles pour comprendre ce qui s'est passé pendant la guerre du Donbass. Et ça, bah, les informations sur les victimes civiles, sur les affaires juridiques dont on a parlé. Je me suis dit personne d'autre, en fait. On était très peu, encore une fois, à avoir accès à ça dans la mission de l'OSCE. Et je me suis dit que c'est essentiel pour comprendre la nature du régime ukrainien, qu'on présente maintenant comme un parangon de démocratie. Donc, on faut aider l'Ukraine parce qu'il faut aider la démocratie. Sauf que de mon expérience, de ce que j'ai vu de l'Ukraine depuis 2014, ça fait plutôt froid dans le dos. Et on a du mal à trouver la démocratie, quoi. Et donc, je me suis dit, il y a un défaut d'information véritable sur ce qu'est l'Ukraine dans le débat. Et je me suis considéré qu'il était de mon devoir de mettre ça sur la table. Euh, voilà, pour répondre simplement. Pour que un maximum de gens puissent avoir ma version des faits sur ce qui s'est passé pendant toutes ces années qu'on a maintenant oubliées et qui pourtant nous ont amené à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Alors, vous avez répondu à ma deuxième question, que je vais quand même formuler dans la réponse à la première. Hein, pourquoi maintenant? Et ma question seconde était, dans la mesure où c'est une question très importante, est-ce que
On est devant comme le martèle les Américains suivis par les Occidentaux, encore récemment Macron. Il y a un agresseur et un agressé. Ma question, c'était, sommes-nous en présence d'une guerre non provoquée ou d'un conflit qui prend ses racines dans autre chose, hein, et Mhm. bien avant le 24 février 2022. Donc vous avez Oui. répondu à cette Alors, question. Elle est très importante. Elle est très importante oui. parce que, Mhm. euh, alors là, c'est le juriste de nouveau, c'est mon lieu d'énonciation, le droit, y compris le droit international, c'est que il y a incontestablement une intervention militaire de la Russie le 24 février 2022. D'où les condamnations de l'Assemblée générale des Nations unies, hein, les condamnations majoritairement. Le problème, c'est que ça évolue, il y en a de moins en moins. Et ensuite, euh, dès lors que on dépasse ce stade, il y a une agression, une violation des frontières et qu'on regarde ce qui se produit, il y a d'autres principes du droit international qui trouvent à s'appliquer. Je pense à la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il y a également l'article 51 sur la protection, etc. Enfin, de la charte. Il y a beaucoup d'éléments et ces débats, ils auront lieu. Ils auront lieu, ces débats. Parce que il y aura, quand ce conflit sera terminé, je ne sais pas dans quel état sera l'Occident. Parce que je pense que qui voit Maïdan voit son sang. Hein, je prends la fameuse expression bretonne qui voit Ouessant voit son sang, des marins. Hein. C'est effectivement là, on rentre dans des eaux extrêmement dangereuses. Je pense que l'Occident paiera très très cher ce qui s'est produit, ce qu'il a laissé se produire, ce qu'il a provoqué. Et il suffit de voir la situation en Occident, les conséquences de ce conflit, ce que Emmanuel Todd appelle la défaite de l'Occident, mais dans toutes ces implications, ça va être assez compliqué. Mais le problème aujourd'hui de cette page géostratégique et historique qui se tourne, c'est que oui, il y aura les comptes seront rendus et ils seront rendus sur le terrain où on rend les comptes, c'est-à-dire le droit, hein, et sur le fait que la responsabilité de l'Occident est lourdement engagée dans ce conflit, y compris que les Ukrainiens seront les premiers à pouvoir demander des comptes, par exemple à M. Boris Johnson, dont je pense qu'un règlement normal devrait l'amener sur les bancs d'un tribunal. Ça, il n'y a aucun, de mon point de vue, je ne sais pas si ce sera possible, je ne sais pas si ça aura lieu, mais c'est la raison pour laquelle, euh, effectivement, cette question juridique est tout à fait essentielle. Et dans ce débat-là, vous venez d'apporter un témoignage extrêmement important qui montre que la position occidentale n'est pas la bonne. Elle est mauvaise. Vous savez, quand le conflit a commencé, moi, j'ai eu des... Mais même antérieurement, quand les Russes ont envoyé le fameux mémorandum de la fin de l'année 2021 en disant on veut la mise en place d'un système de sécurité collective par voie écrite, et qu'il leur a même pas été répondu. À ce moment-là, j'ai dit, il faut faire attention parce que ça peut mal finir. Et donc, clairement, ceux qui auront poussé dans la mauvaise direction pour un conflit qui aura coûté très cher à l'Ukraine, n'en parlons pas, je ne vois pas difficilement comment elle va pouvoir s'en remettre, mais qui a coûté cher aussi à la Russie et qui va coûter très très cher à l'Occident. Les responsabilités personnelles, individuelles des gens qui ont dirigé tout ça devront être mises en cause, recherchées et éventuellement sanctionnées. Cher Monsieur Paré, merci pour toutes ces explications. Je pense que c'est très important parce que vous êtes un peu seul jusqu'à présent à avoir produit ce témoignage du fait d'une légitimité particulière, celle d'un observateur professionnel expérimenté dans le cadre d'une mission qui lui a été confiée et qu'il avait souhaité accomplir. Cette mission n'a pas pu finalement produire les effets à l'époque du fait de la mainmise des Occidentaux sur l'OSCE. Ce livre est extrêmement important.
Euh, je reviens sur ce que j'avais dit donc après le 24 février, en discutant avec des amis, j'avais eu une réflexion d'avocat qui demandait mais qui a tort, qui a raison, et j'avais répondu les Russes ont un bon dossier. Ce qui veut dire que, voilà, c'est ce que l'avocat, que vous avez un bon dossier, et les Russes ont un bon dossier pour faire valoir les responsabilités dont j'ai parlé. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais saluer, vous remercier encore une fois, et je vais saluer nos spectateurs et que j'invite instamment à lire votre livre. Et puis ça leur donnera des arguments dans les discussions. Parce que bon, soyons clairs, les gens qui fréquentent cette petite chaîne, en général, penchent plutôt de ce côté-là. À bientôt. À bientôt, merci.